Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les informations de ce jour, des modifications ont été apportées sur la convention de concession de la gestion des aéroports d'Ivat de Nouzbé pour que Madagascar puisse tirer profit de leur exploitation. Ainsi, suite à une entente entre l'État malagasy et la société Ravnala Airports, la signature d'avenant à la convention de concession des aéroports d'Ivat et de Nouzbé s'est tenue aujourd'hui au palais d'État d'Iavlou en présence du président de la République de Madagascar. L'ouverture officielle de l'aéroport d'Ivat aura lieu demain. Reportage sur les images de Zahara Njiensou. La concrétisation de ce projet de construction de l'infrastructure aéroportuaire reflète les engagements de l'État dans le développement socio-économique du pays. Il s'inscrit également dans le cadre du plan émergence de Madagascar, selon le président de la République. L'État s'engage à toujours œuvrer pour les intérêts de la population et du pays. À cet effet, il soutient les partenariats publics-privés qui tendent vers un développement mutuellement bénéfique pour les deux parties. À cet effet, quelques termes du partenariat pour la concession de la gestion des aéroports de Nouzbé et d'Ivat ont été révisés. Le premier postulat au départ était en la défaveur de Madagascar. Ce fut la question de la durée de la concession fixée à 28 ans. Mais grâce à des mesures francs et des échanges constructifs, nous nous sommes accordés sur un principe d'une réduction de la durée de la concession dès l'atteinte d'objectifs financiers. Des compromis ont également été faits pour un abandon de créances au profit de notre compagnie aérienne nationale, une réduction de 50% des redevances de stationnement des aéronefs d'Air Madagascar, une augmentation de la redevance fixe de concession qui passe de 3 millions d'euros à 4 millions d'euros, le coût de la location des espaces et locaux techniques occupés par Air Madagascar, prévu à la hausse dans le contrat, est finalement maintenu au tarif initial. Sofitrans rentrera également actionnaire dans la gestion du duty-free, ce qui est la raison d'être même du groupe malagasy. Il est important également pour l'État malagasy de mettre en œuvre une entente claire dans ce partenariat et qu'il ait de la transparence et une bonne gestion de ses infrastructures aéroportuaires. Selon le président Anjradzuiln, le prix des billets d'avion doivent être optimisés à la baisse, comme les taxes et impôts, afin que Madagascar soit une destination de choix avec un prix compétitif. Les billets d'avion doivent être compétitifs. Ainsi, la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires, plus communément appelée RDIA, a également fait l'objet d'optimisation à la baisse. De ce fait, la RDIA des vols domestiques prévue à 20,80 € passe à 18 €. Les redevances régionales et internationales prévues de 41,60 €, nous sommes arrivés aujourd'hui à 38 €. Il est important de préciser que si une RDIA est trop élevée, cela impacte sur le prix des billets d'avion, ce qui rend la destination moins attractive et Madagascar ne sera pas compétitif face aux îles voisines. Juste à titre d'exemple, et j'en ai parlé à Monsieur le directeur général, aujourd'hui le billet d'avion entre Antananarive et Nosibé aller-retour coûte au minimum 400, voire même 500 €. Or, pour aller en fait de Paris jusqu'en Italie, on peut avoir des billets d'avion à 80 €. Ceci dit, on doit faire l'effort aussi sur notre compagnie nationale, mais c'est pour cette raison que nous avons été intransigeants sur les questions de cette redevance. Le président Anjradzuiln a souligné que la modernisation de ces infrastructures aéroportuaires reflète l'hospitalité de Madagascar. Suite à un compromis entre l'État malagasy et la société Ravnala Airports, il a été procédé à la signature de l'avenant de la convention de concession des aéroports d'Ivat et de Nouzbé aujourd'hui au palais d'État d'Iavlou en présence du président de la République.
Et l'association Wednesday Morning Group a convié ce jour la première dame et non moins présidente de l'association Fiti, Miali Razouil, a partagé les gâteaux de Noël à l'EPP Betzaren. Les associations Fiti et WMG sont des associations qui partagent les mêmes visions dans l'accomplissement de leurs œuvres caritatives. Cette distribution à l'EPP Betzaren est la continuité d'une collaboration qui ne date pas d'hier. Reportage de Miar Volatsferan et Andorra Zingebe. La fête de la Nativité arrive dans 10 jours. Mais cette ambiance festive s'est déjà fait ressentir à l'EPP Betzaren ce matin. Des chants et des poèmes de Noël en réjouissent aussi bien les hôtes que les convives. L'association WMG œuvre dans le domaine caritatif depuis plusieurs années et depuis 2018. Elle a mené des rénovations à l'EPP Betzaren. Et aujourd'hui, elle a tenu à distribuer des gâteaux aux élèves de cette école, une distribution pour laquelle elle a convié la présidente de l'association Fiti. Les deux associations ont les mêmes visions et les mêmes objectifs dans l'accomplissement des œuvres caritatives. D'ailleurs, plusieurs actions communes ont déjà été menées depuis la première vague du coronavirus, en passant par la formation en droits de l'homme, des femmes et de la famille, et dernièrement une campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. C'est une joie pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je tiens à remercier le Wednesday Morning Group de m'avoir convié à contribuer à cette action de partage pour la fête de Noël de l'école de Betzaren ce jour. Ainsi avons-nous apporté des gâteaux et des jouets pour partager un moment de joie avec nos chers enfants. Il me tient toujours à cœur d'œuvrer pour eux. Par ailleurs, vous me voyez très honorée de remarquer parmi nous la présence de Madame la Présidente fondatrice de WMG, en la personne de Madame Ginette Angé-Sitwain, qui représente à la fois un modèle et une véritable source d'inspiration pour toutes les bonnes œuvres caritatives qu'elle a accomplies entre autres à travers le WMG qui a vu le jour le 14 novembre 1963. Je félicite l'association pour sa pérennité et je lui souhaite une longue vie. Nos deux associations ont eu l'occasion de collaborer ensemble à plusieurs reprises car nous partageons les mêmes convictions dans plusieurs domaines. D'ailleurs, lorsqu'on assemble nos devises respectives, elles sont en parfaite symbiose. Nous pensons aux autres. Le bienfait que l'on apporte à autrui est un trésor de richesse cachée. Je saisis le moment pour adresser ma gratitude à votre association pour l'importance qu'elle porte à mon égard en tant que présidente d'honneur du traditionnel bazar de Noël que vous organisez chaque année. Pour finir, je souhaite d'ores et déjà à chacun de nous de passer de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous remercie de votre aimable attention. Des gâteaux et des paniers garnis de PPN et de friandises ont été distribués aux 160 élèves de l'EPP Betzaren. L'association Fiti, présidée par la première dame, Mial Razouil, quant à elle, a apporté des jouets pour permettre à ses enfants, majoritairement démunis, de passer Noël dans la joie. Ce qui fait l'actualité de ce jour également, ce sont les mesures sanitaires contre justement la Covid-19. Des consultations des gouverneurs de région et des responsables concernés ont déjà été faites par le pouvoir exécutif concernant les mesures sanitaires à prendre face à la montée des cas de Covid-19 à Madagascar, selon le gouverneur de la région Analamang aujourd'hui. Le résultat de ces consultations sera apporté au Conseil des ministres spécial aujourd'hui, lequel décidera des restrictions sanitaires et des mesures pour lutter contre la propagation du virus, comme l'a annoncé hier le chef de l'État, que ce soit dans la région Analamang que dans les autres régions de Madagascar, où le nombre des cas de Covid-19 est en hausse. Le gouverneur de la région Analamang appelle tout un chacun à rester vigilant et à respecter les gestes barrières. Il est également important de se faire vacciner ou de prendre du CVO.
Et toujours dans ce cadre, les tests au niveau des centres de santé de base ou CSB2 sont de nouveau mis en vigueur. Cette mesure s'applique également pour les centres sélectionnés dans les districts. Mais il est de la décision des médecins de définir les matériels de dépistage pour les patients conformément aux consultations. Le but étant d'interrompre rapidement la chaîne de transmission de la Covid-19 afin de limiter sa propagation. Radhraman Zatouf nous en dit plus. Il s'agit d'une décision étatique par le biais du ministère de la Santé publique. Les personnes suspectes ou les cas suspects doivent directement être testés avant qu'elles ne transmettent le virus à d'autres personnes. Dans ce cadre, tous les CSP2 d'Annalambang seront de nouveau opérationnels pour les tests, ainsi que 8 CSP2 des districts. Mais cela ne signifie en aucun cas le relâchement dans le respect des gestes barrières. En effet, les mesures sanitaires sont toujours en vigueur et seront même renforcées étant donné le rebond de la pandémie. Nous disposons également de plusieurs types de vaccins dans le cadre de la lutte contre la Covid. Mais ces derniers vont être mis à la disposition de la population afin de faciliter l'accès à la vaccination, mais également afin d'atteindre l'immunité collective. Les équipes du ministère de la Santé vont donc descendre au niveau des lieux de travail et même au niveau des marchés dans cette optique. La vaccination comme les tests Covid sont gratuits d'après les explications apportées par le directeur régional de la santé ce jour. Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le ministère de la Santé publique a bénéficié d'un véhicule réfrigéré pour le transport de vaccins de la part d'une groupe concessionnaire automobile. Ce véhicule qui peut transporter jusqu'à 155 000 doses de vaccins contribuera grandement à la distribution de vaccins dans tout le pays. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique a également reçu des médicaments ainsi que des équipements nécessaires dans le traitement de la Covid-19 et pour les tests. En outre, une ambulance a été octroyée à la direction de la veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique au niveau du ministère de la Santé publique par l'Agence française de développement. Il existe en effet une organisation spécifique au niveau des pays de l'océan Indien qui surveille et veille à ce que la pandémie soit contenue. C'est entre autres la raison de la dotation de cette ambulance, étant donné que la prise en charge des malades et le transport de ces derniers auprès des centres de santé font partie de la lutte contre la pandémie. Écoutons plus d'explications. La Commission de l'océan Indien, avec les fonds de la France et de l'Agence française de développement, au travers du programme RSIE, qui est le programme de surveillance épidémiologique dans la zone de l'océan Indien. Et suite à la pandémie de Covid, il a été décidé de dégager une enveloppe spécifique de 4 millions d'euros pour que la COI puisse aider ses 4 États membres à faire face à l'épidémie. Et avec cette enveloppe, il y a des lots de matériel qui ont été achetés, de matériel et d'équipement, des respirateurs, des lots de tests, des lots de protection qui sont envoyés et mis à disposition des ministères de la Santé des États membres de la COI. Et dans ce cadre, j'avais déjà eu le plaisir de pouvoir remettre au ministère de la Santé des lots d'équipement il y a quelques mois. Et aujourd'hui, cette ambulance qui a donc été acquise par la COI est envoyée à Madagascar, mise à disposition du ministère de la Santé et sa direction de la surveillance de veille sanitaire et de riposte pour pouvoir aider la population touchée par le Covid, transporter des malades et aider à soigner et à faire face à l'épidémie. Toujours dans cette page sociale, le programme d'état civil a été lancé officiellement aujourd'hui dans la commune de Talatavulnunj. Il s'agit d'un projet initié par le gouvernorat d'Annalambang et financé par l'Organisation internationale de la francophonie ou OIF qui consiste en l'octroi de copies d'actes de naissance aux personnes qui n'en ont jamais pu en avoir depuis leur naissance. 17 742 personnes en seront les bénéficiaires dans la région Annalambang. Reportage sur des images de Zahra. La commune de Talatavulnunj est la commune pilote pour le projet d'état civil. Les habitants de cette commune sont les premiers bénéficiaires du projet. Ceux qui n'ont pas de copie d'acte de naissance sont appelés des personnes fantômes, car elles ne jouissent ni des droits légaux, ni d'un citoyen, ni d'une existence légale au sein de la société. C'est une raison pour laquelle les habitants de la commune sont venus nombreux pour pouvoir bénéficier d'un acte de naissance. Comme cette mère de famille née en 1944, qui n'a jamais eu de copie d'acte de naissance. Elle est venue pour pouvoir jouir enfin de ses droits. Cette autre mère de famille est venue avec sa sœur qui n'a pas pu avoir d'acte de naissance. Le coup a été le blocage, raison pour laquelle sa sœur âgée de 12 ans n'a jamais pu passer son examen de ce peu.
Selon le représentant de l'OIF à Madagascar, ce programme figure parmi les priorités de cette organisation internationale, car chacun doit bénéficier de ses droits légaux. Il n'existe pas. Juridiquement, il n'existe pas dans la société et donc ils sont ignorés. Physiquement, bien évidemment, ils sont là, mais légalement, ils n'existent pas. Et ça part de là. C'est essentiel. C'est une question existentielle pour les enfants. Environ 300 personnes dans la commune de Talatavulnunj auront leur acte de naissance. 17 742 autres personnes de 27 communes de la région Nalamingue en bénéficieront. Le représentant de l'OIF a souligné que le programme sera mis en œuvre dans tout Madagascar. C'est une région, j'allais dire, pilote. C'est un projet pilote ici à ce niveau. Et nous allons l'élargir à beaucoup d'autres régions sur la base de ce qui aurait été fait ici, en prenant compte de l'importance de la question. Et donc c'est cela qui a fait que nous ayons choisi ce lieu pour lancer ce projet qui figure parmi les projets phares que Madame la secrétaire générale a identifiés. Chaque citoyen désirant bénéficier de ce programme peut se renseigner au sein des communes et des Fukuntan pour les recensements. Rappelons que l'OIF finance ce programme État civil pour un montant de 180 millions d'ariars. Le gouvernorat d'Nalamingue, quant à lui, se charge de sa réalisation dans sa circonscription. Les statistiques au niveau du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène indiquent que 49% de la population dans la région Nalamingue n'ont pas accès à l'eau potable actuellement et 36% ne disposent pas de toilettes. Aussi, selon les explications de la direction régionale de l'eau à Nalamingue aujourd'hui, il est impératif d'intensifier les efforts en termes de construction d'infrastructures et plus encore au niveau des collaborations avec les partenaires techniques et financiers afin de réaliser le VEDRA numéro 2, l'eau pour tous. Martina Indienne nous en dit plus. Seulement une partie de la population dans la région Nalamingue a accès à l'eau potable actuellement, c'est-à-dire les 51%, tandis que 63% de foyers disposent de toilettes aux normes. Aussi, il reste encore beaucoup à réaliser pour l'année prochaine en ce qui concerne les améliorations et l'approvisionnement en eau potable pour la population de la région Nalamingue. Les objectifs définis dans le cadre des engagements du président de la République envers la population malgache doivent tout de même impérativement être atteints selon les explications recueillies au niveau de la direction régionale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène à Nalamingue aujourd'hui, lors du colloque pendant lequel il a été procédé à un bilan et à une évaluation du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Jusqu'à présent, les partenaires de l'État malgache sur l'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural à Nalamingue sont au nombre de 10. Cependant, à cause de la dégradation de l'environnement, ces acteurs du secteur privé rencontrent également des difficultés d'après les informations. Pour les projets à venir également, le district d'Njamas doit être priorisé étant donné que seulement 5% de la population ayant accès à l'eau potable. Et le prix du gaz domestique a connu une baisse de 16% depuis hier selon un communiqué émanant du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Ainsi, la bouteille de gaz de 9 kg est revenue à son prix d'auparavant de 57 000 ariars. Une baisse appliquée en cette période de fin d'année et qui est le fruit des négociations entre le ministère en charge et la société Vitogaz. Dans les actualités internationales, après Kidal et Tissali est venu le retour de Tombouctou où l'armée française s'apprête à plier bagage hier soir, un retrait à haute valeur symbolique. Et c'est dans cette ville que l'ex-président François Hollande avait officialisé en grande pompe et dans les mois généraux le début de l'intervention française au Mali 8 ans plus tôt. France 24 nous en dit plus. À Tombouctou, derniers instants avant la fermeture de la dernière emprise de la force française Barkhane dans le nord du Mali. Aujourd'hui, la force transfère le camp de Tombouctou aux forces armées maliennes. Les populations sahéliennes, elles sont probablement un petit peu en manque d'informations. Donc c'est aussi à nous d'expliquer. Je pense qu'elles sont vécues comme un changement. Je ne suis pas sûr que ça soit parfaitement compris, mais qu'en parallèle, l'armée française et les contributeurs européens à l'opération Takuba, qui est une composante de l'opération Barkhane, vont continuer d'agir à leur profit autrement, à partir des bases notamment de Gao à Niamey.
Un retrait qui inquiète les populations à l'heure où les groupes armés continuent d'étendre leur influence. À Tombouctou, la semaine dernière encore, 3 civils ont été tués par balle par des hommes armés non identifiés. Des violences quotidiennes marquent de l'insécurité dans cette zone du nord du Mali, où le contexte sécuritaire continue de se dégrader. Ouais, je crains fort que si Barkhane parte et qu'il y a des trucs ça, je le crains et je l'ai à l'esprit. Je ne peux pas dire que si Barkhane part, que je resterai tranquille ou non. Moi, ce que j'avais dit, si Barkhane part, on va voir ce qui va se passer après. Après, peut-être, on va souhaiter qu'il revienne encore. Mais ici, difficile de libérer la parole. Hors caméra, d'autres constatent que l'intervention de Barkhane n'a pas permis le retour de la paix et réclament leur départ. Dans le village de Tassakan, au cœur de la région de Tombouctou, les habitants sont livrés à eux-mêmes depuis maintenant des années dans cette zone sous le contrôle de groupes armés. Tassakan, on est loin de Bamako. Ici, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien, on est au courant de rien, quoi. Que Barkhane connaît le terrain, on ne connaît pas les conséquences s'il quitte, on s'inquiète vraiment. Bon, à Tassakan, ce que nous attendons la paix. Un retrait qui pose aujourd'hui la question de la protection des civils. Après 8 ans de lutte contre le terrorisme sur un territoire dont les 2/3 échappent désormais au contrôle de l'État. Et plusieurs centaines de milliers de seniors privés de passe sanitaire en France. Dès aujourd'hui, les personnes âgées de 65 ans et plus n'ayant pas complété leur dose de rappel contre le Covid-19 dans les 7 mois qui suivent la dernière dose devront désormais présenter un test négatif pour pouvoir accéder au café, restaurant ou bien encore aux salles de cinéma. Reportage de France 24. C'était une occasion à ne pas manquer. Un centre éphémère de vaccination s'est installé pour la journée à Saint-Seurin-sur-l'Île en Gironde. J'étais à Vauclair et Vauclair il s'est fermé. Un soulagement pour cette femme de 74 ans qui craignait de perdre son passe sanitaire. Je ne veux pas m'amuser à passer les dates trop loin, parce qu'après je ne peux plus sortir. Et je tiens à sortir. Un pass pour la liberté qu'elle n'était pas la seule à convoiter aujourd'hui. Voilà, je suis allée à la pharmacie la semaine dernière et c'est bloqué jusqu'au 22 février. Si j'ai pas le pass, c'est fini. Pas simple d'être dans les temps lorsque le centre de vaccination le plus proche est à 30 km à Libourne. À part la médecine de ville, il n'y a pas d'autre solution. Et effectivement, la médecine de ville, à l'heure actuelle, peine un peu à répondre à la demande. Ici, sur 120 doses disponibles, une centaine a été administrée à des seniors. Mais à l'échelle nationale, 482 000 personnes risquent de voir leur passe sanitaire désactivé. Les plus de 65 ans ayant reçu leur 2e injection il y a 7 mois. Des seniors alertés par un SMS de l'assurance maladie. J'ai reçu un message en priorité parce que j'ai 78 ans. Moi, mon vaccin il expire demain. Inquiet, sans rendez-vous, ce septuagénaire va pouvoir être vacciné dans ce centre de la région parisienne. Je me déplace souvent, alors il vaut mieux que je sois à jour, comme ça je suis tranquille. Ah, je suis soulagé, sincèrement. Le renouvellement du pass sanitaire, une contrainte aussi pour les associations de retraités. Ce qui est compliqué, c'est le fait d'être obligé de vérifier l'ensemble des personnes alors qu'on l'avait fait lors de l'adhésion. Donc là, c'est compliqué parce qu'on a énormément d'activités. 800 000 personnes de plus de 65 ans doivent recevoir leur rappel d'ici à la fin de l'année. Et après les violents épisodes climatiques qui ont touché plusieurs États des États-Unis et causé la mort de 78 personnes, les opérations de déblaiement continuent à Mayfield, dans le Kentucky, où le président américain Joe Biden doit se rendre aujourd'hui, ainsi qu'à de Sand Springs pour évaluer les dégâts. France 24 toujours. La tempête, si cette série de tornades qui a frappé le Midwest américain avait voulu suivre la carte électorale américaine, elle n'aurait pas procédé autrement car effectivement les 6 États qui ont été frappés sont essentiellement des États conservateurs. Cette Amérique que Joe Biden n'a jamais réellement fréquentée, en tout cas cette Amérique qui n'a pas voté démocrate à la dernière élection présidentielle. Et donc l'un des défis qui attendent les autorités du Kentucky et particulièrement les autorités de la ville de Mayfield que vous venez d'évoquer et qui est effectivement la ville martyre de cette catastrophe, l'un des défis va être de constituer un comité d'accueil qui ne soit pas farouchement hostile
au président, pendant qu'une forte majorité de la population, une écrasante majorité de la population, 80%, ce sont les chiffres de la dernière élection présidentielle, elle préférerait ne pas recevoir cette visite. Cela nous a été formulé toute la journée, pendant que les habitants de Mayfield tentent d'arracher au gravat les derniers biens qui n'ont pas été ruinés par les tornades. Eh bien, ils devront s'interrompre au moment de la visite présidentielle, une visite qui pourtant, et il faut bien le reconnaître, est absolument cruciale pour l'avenir de la ville, puisqu'elle est également porteuse, cette visite, de l'indispensable aide fédérale qui manque cruellement au Kentucky et concrètement à ces 5 États du Midwest qui ont été touchés par les tornades. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur Viva et très bonne soirée avec nous. Au revoir.